Bonjour, merci beaucoup de cette invitation à partager avec vous des éléments du monde réel. Vous travaillez sur un système complexe, le système financier, et je veux apporter l'éclairage par rapport aux enjeux de transformation qui concernent votre secteur comme tous les autres face au changement climatique. Donc vous avez là une année, une barre, le réchauffement depuis 1900, qui est une rupture par rapport au dernier millénaire. Et pour 5 scénarios illustratifs d'émissions de gaz à effet de serre, les évolutions futures. Bonne nouvelle, des scénarios d'émissions très élevées sont maintenant moins plausibles. Innovation technologique, politiques publiques actuellement mises en œuvre. Les politiques publiques actuelles nous mettent plutôt sur un scénario intermédiaire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire dépasser un niveau de réchauffement d'1,5 degré en moyenne sur 20 ans au début de la prochaine décennie, dépasser 2 degrés de réchauffement planétaire vers les années 2050, donc l'échec de l'accord de Paris sur le climat, et vers 2,5 degrés à 3 degrés, plage la plus plausible, en fin de siècle. Néanmoins, il est possible, par des réductions plus importantes, des actions plus ambitieuses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de parvenir en quelques décennies à contenir le niveau de réchauffement planétaire. Donc, pourquoi des enjeux de transformation? Parce que les générations actuelles, à des âges différents, vont faire face à des caractéristiques climatiques qui vont continuer à changer, d'où l'importance de les anticiper, gestion de risque, adaptation, et d'autre part parce que réduire plus massivement les émissions de gaz à effet de serre sont des enjeux de transformation dans tous les secteurs. Parmi vous, qui a lu un des résumés pour décideurs d'un des rapports du GIEC publiés depuis 2018? Alors, merci à ceux qui l'ont fait. Et cette présentation va fournir un tour d'horizon très rapide d'une masse de connaissances qui s'appuie sur l'évaluation des éléments probants de 85 000 publications scientifiques. Une évaluation qui est rigoureuse, transparente, avec à votre disposition des fiches de synthèse de 2 pages par région, par secteur. Alors, sur le côté FinTech, très peu d'éléments. Un seul paragraphe dans la partie changement climatique, utilisation des terres, résilience des activités agricoles, et une mention très brève par rapport au secteur financier, la capacité de réduire les émissions. Je pense que par rapport aux actions mises en œuvre, il y a cet enjeu de publier ce qui est mis en place, le potentiel, les limites, pour nourrir les prochaines évaluations, et que l'évaluation liée à ce secteur soit plus approfondie. Donc moi, je résume le rapport de synthèse publié en mars dernier en 3 mots, et ça va être les 3 parties de cette présentation. La gravité de la situation actuelle, où le gouverneur l'a introduit au départ, on vit avec, dans toutes les régions, une intensification des conséquences du changement climatique. Par rapport à des risques ingérables possibles, l'urgence a changé d'échelle dans l'action, donc on va regarder les futurs possibles. Et enfin, dernier volet, la capacité à agir, les leviers d'action et l'enjeu de votre secteur pour permettre leur déploiement, leur changement d'échelle le plus rapidement possible. Donc, premier volet, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et moi, j'aime bien démarrer par l'action, donc une action pour le climat qui monte en puissance. En France, même en tenant compte des importations, une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre, avec l'enjeu pour tenir nos engagements en France à doubler le rythme cette année, les années suivantes, par rapport aux précédentes. Des politiques publiques qui ont porté leurs fruits, qui permettent d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions de CO2 équivalent par an. Des ruptures technologiques, notamment dans le secteur de l'électricité bas carbone, des batteries, qui permettent de décarboner la production d'électricité ou certaines mobilités, avec une baisse des coûts, une augmentation des capacités installées. Également des progrès dans la planification de l'adaptation, sa mise en œuvre, mais souvent fragmentée. Donc on est affecté par un événement, on se prépare si le même événement revient, mais pas par rapport aux nouveaux événements avec de nouvelles caractéristiques à venir. Un décalage croissant par rapport aux besoins et des maladaptations, c'est-à-dire des réponses mises en place dans l'urgence qui elles-mêmes vont créer des risques supplémentaires. Et enfin, des flux financiers largement insuffisants, que ce soit pour l'adaptation ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et cela reflète l'inadéquation entre le rythme, l'ampleur des actions mises en place et ce qui serait nécessaire pour limiter les risques liés au changement climatique. Alors, première illustration, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, issues des activités humaines qui continuent à augmenter, avec bien sûr des contributions historiques et actuelles inégales, et qui sont le résultat de tendances non soutenables, notamment liées à l'utilisation d'énergies fossiles,
3/4 de l'intégralité de l'effet de serre, mais plus largement de modes de consommation, production et style de vie non soutenables. Le système alimentaire, par exemple, pèse pour 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, avec 800 millions de personnes qui souffrent de malnutrition et de faim, et 2 milliards de personnes qui, au contraire, souffrent de maladies chroniques liées au surpoids et à l'obésité. Et à retenir donc cette question de justice climatique qui est très prégnante, puisque les 10% des ménages les plus gros émetteurs, notamment dans les pays développés, pèsent pour environ 40% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que la moitié de la population mondiale ne représente que 15% des émissions, et avec des besoins criants d'accès à des services de base, l'éducation, l'eau, la santé, l'énergie propre, et donc cet enjeu à rendre le plus rapidement possible accessible les solutions qui permettent de construire un développement décarboné, là où il y a ce manque de services de base. Vous voyez l'effet pandémie et rebond que j'ai ajouté sur la base d'une réactualisation avec les mêmes méthodes que dans les rapports du GIEC. Donc on n'est pas encore avec un pic et une baisse nette des émissions de gaz à effet de serre, qui est une des conditions clés pour avoir une lecture optimiste de l'efficacité de l'action mise en œuvre. Néanmoins, dans le secteur du CO2 lié aux énergies fossiles, le rythme d'augmentation s'est nettement ralenti sur la dernière décennie. Donc, nos rejets de gaz à effet de serre font monter leur niveau dans l'atmosphère, et ces gaz, même présents à l'état de trace, piègent une partie du rayonnement de la Terre du bas de l'atmosphère et entraînent une accumulation de chaleur. Le rythme de cette accumulation de chaleur s'est accentué au cours des dernières décennies. Cette chaleur supplémentaire, c'est le réchauffement des basses couches de l'air, le réchauffement des sols avec leur effet sur le vivant, la fonte généralisée de ce qu'on appelle la cryosphère, manteaux neigeux, glaciers, banquises arctiques, Groenland et Antarctique. Et d'ailleurs, la France va héberger au mois de novembre un One Planet Summit sur les régions polaires et les glaciers, compte tenu de leur importance. Et puis le gros de la chaleur qui ne part plus vers l'espace rentre dans l'océan. L'océan joue un rôle d'accumulateur, donc ça limite le réchauffement de surface, mais en même temps ça le rend irréversible à long terme. Et c'est au détriment d'habitats pour les espèces marines, avec notamment davantage de vagues de chaleur marine. Le temps de mélange dans l'eau de mer, c'est plusieurs siècles. La réaction des glaciers, elle se fait au climat d'aujourd'hui en quelques dizaines d'années. Du Groenland, de l'Antarctique, c'est quelques centaines à milliers d'années. Donc on a déjà, par les émissions passées, quasiment acté de l'ordre de 1 mètre de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles. Et les émissions à partir d'aujourd'hui posent la question du moment plus précoce où ce mètre de niveau de la mer sera atteint. C'est un des aspects pour lesquels on observe vraiment une accélération. Donc, si l'on observe le réchauffement planétaire, la même courbe que je montrais tout à l'heure avec le code barre, donc ce réchauffement atteint maintenant sur la dernière décennie, donc 2013-2022, 1,15 degrés. Le réchauffement est plus marqué au-dessus des continents, 1,9 degré en France pour 1,15 degré planétaire, très fort autour de l'Arctique. Et sur ce niveau de réchauffement observé, la première barre rouge, vous voyez qu'il est égal à la meilleure estimation de l'effet net des activités humaines. L'effet réchauffant des gaz à effet de serre est en partie masqué par l'effet net refroidissant ou parasol des particules de pollution. Est-ce que vous saviez que 100% du réchauffement est dû aux activités humaines? Ça reste encore mal compris et mal connu dans l'ensemble du public. Il n'y a aucun facteur naturel, activité du soleil ou des volcans, variabilité spontanée, qui peut expliquer l'accumulation de chaleur dans le système climatique. Par contre, cela le module d'une année à l'autre, à l'échelle régionale d'une décennie à l'autre. Lorsqu'au niveau planétaire, on a le démarrage d'un événement El Niño, qui est lié à la rotation de la Terre, c'est un moment où la chaleur accumulée dans l'océan est restituée vers l'atmosphère, et cela entraîne un pic de réchauffement. On est au début d'un événement El Niño. Ça joue dans le même sens que les tendances dues à l'influence humaine. On va avoir une année 2023 et le début d'une année 2024 record. Dernière chose, sur la dernière décennie, émissions de gaz à effet de serre à la hausse, donc facteur de réchauffement supplémentaire. Politique publique pour améliorer la qualité de l'air qui porte leurs fruits. Europe, Amérique du Nord ou Chine. Moins de particules de pollution. On perd l'effet de masque. Ça joue aussi dans le sens du réchauffement. Même chose pour le fait d'enlever le soufre sur le carburant utilisé dans les transports maritimes.
toujours autant de CO2 mais moins de particules, 2 facteurs de réchauffement. Enfin, donc, on a des méthodes de plus en plus précises qui permettent d'évaluer pour des événements individuels à fort impact en quoi ou non ils ont été rendus plus probables, plus intenses du fait de l'influence humaine sur le climat planétaire. Un hexagone, une région du monde, WCE, l'Europe de l'Ouest, MED, la Méditerranée. Pour les extrêmes chauds, c'est généralisé, c'est vraiment une conséquence de l'accumulation de chaleur dans le climat. Et toutes les études qui ont porté sur les vagues de chaleur de l'été 2023, comme les précédentes, montrent sans ambiguïté que des températures à 40, 45, 50 degrés auraient été hautement implausibles, notamment dans les latitudes tempérées, si nous n'avions pas altéré le climat. Et ce type d'événement devient plus fréquent, plus intense et va continuer à l'être pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. 1 degré de plus, l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau supplémentaire. Et donc, un climat plus chaud va doper le potentiel de pluie torrentielle associé aux tempêtes ou aux cyclones tropicaux. Les régions en vert sont les régions où c'est observé. Les régions en gris, là où on n'a pas accès aux données heure par heure ou jour à jour, ou là où il n'y a pas encore eu de ces études d'attribution. Des résultats qui sont concluants pour des événements extrêmes récents. Et vous avez le site World Weather Attribution qui vous y donne accès, notamment les pluies intenses au Pakistan, 30 millions de déplacés, la tempête Daniel qui a touché la Grèce puis la Libye, plus intense du fait de l'influence humaine sur le climat, et cet exemple en illustre un parmi beaucoup d'autres. Enfin, un climat plus chaud, c'est un climat où l'atmosphère va augmenter l'évaporation, la transpiration des sols, et donc transformer une banale période de manque de pluie en sécheresse agricole, plus intense, avec des conséquences plus graves, et c'est notamment le cas dans toutes les régions de climat méditerranéen. Un climat plus chaud, c'est aussi un climat où les événements composites, dans le passé très rares, deviennent plus intenses, notamment les conditions propices aux incendies. Une illustration, les feux de forêt au Québec et au Canada. En un été, un rejet de CO2 qui avait été stocké par l'accroissement des forêts plus important que 2 années d'émissions de l'ensemble du Canada. Ça montre aussi l'enjeu de ces événements hors de contrôle. Donc dans le monde, on a 3,5 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables. Là, je n'ai montré que l'aspect aléa. Donc on a identifié 33 facteurs climatiques générateurs d'impact, graduels, les tendances, ou par des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses. Et bien sûr, ça interagit avec les vulnérabilités, les expositions et les réponses qui peuvent limiter les risques. On observe une généralisation d'impacts graves et de pertes et dommages qui sont attribués au changement climatique et qui touchent à des aspects majeurs des écosystèmes, donc leur rythme saisonnier. Il suffit de regarder les feuilles des arbres au mois de septembre en France pour s'en rendre compte. Donc qui touchent au rythme saisonnier, au déplacement d'espèces. La moitié des espèces étudiées sur Terre et sur mer se déplacent. Et pour des espèces qui ne peuvent pas se déplacer, notamment avec des extrêmes chauds et ou secs plus intenses, des mortalités de masse. C'est le cas pour les gorgones en Méditerranée, les coraux tropicaux avec les vagues de chaleur marine. Et en haut, c'est une illustration pour les forêts françaises, une hausse de 80% de la mortalité des arbres sur la dernière décennie. On misait sur un puits de carbone forestier qui stockerait par l'accroissement des forêts 7% des émissions, c'est divisé par 2. Et donc ça illustre en fait que ce n'est pas seulement une histoire de biodiversité, d'écosystèmes, mais aussi de leurs services, notamment la capacité à stocker du carbone ou protéger le littoral ou servir de zone de reproduction de nombreuses espèces maritimes, avec déjà une baisse de potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales. Donc ça touche les pénuries en eau, certains chocs sur les rendements agricoles, les rendements des animaux d'élevage, de l'aquaculture, de multiples conséquences pour la santé. En Europe, une mortalité de masse humaine lors des vagues de chaleur sur les dernières années, 75% de personnes de plus de 75 ans, un quart de personnes plus jeunes. Lorsqu'on a des pluies intenses, on a des dommages majeurs aux infrastructures, mais aussi des conséquences économiques qui peuvent être à long terme. Ça va être le cas, par exemple, sur la production agricole en Grèce, dans les régions touchées par les inondations. Et donc, ces impacts sont dus au changement de multiples conditions physiques, attribuées à l'influence humaine sur le climat, et dont les profils vont s'accroître avec chaque incrément de réchauffement. J'ai oublié de mentionner pour la France
le coût des dommages liés aux vagues de chaleur et sécheresse de l'année dernière, 3 milliards d'euros liés au mouvement de sol argileux, on a 10 millions de maisons exposées, et le fait qu'on touche déjà, dans certaines régions du monde, aux limites des mécanismes d'assurance, puisque les assureurs privés aux États-Unis, dans plusieurs États, se retirent pour l'assurabilité sur les risques d'inondation ou d'incendie de forêt. Du coup, c'est aussi parfois des risques en termes de stabilité financière. Je pense notamment à la Floride. Alors, je réactualise là, par rapport au rapport du GIEC qu'on a rendu en 2021, un certain nombre d'indicateurs clés du climat planétaire pour vous montrer la gravité de la situation. Les niveaux de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter, leur capacité à piéger de la chaleur qui continue à augmenter fort, le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre qui s'accroît, le niveau de réchauffement planétaire donc, qui est maintenant à 1,15 degré, quasiment intégralement dû à l'influence humaine, et le fait que ce réchauffement soit plus marqué pour les extrêmes chauds au-dessus des continents. Et enfin, un zoom sur l'année 2023. Donc, depuis le mois de juin, des records de température à la surface de la Terre. Vous avez le dernier point en noir, qui est le mois de septembre, un record de hausse d'un mois de septembre d'une année à l'autre. Avec l'événement El Niño, dont les effets commencent à se manifester, ça va s'amplifier sur les prochains mois. Donc, on est rentré dans la zone où plusieurs mois de suite, on est au-dessus d'un niveau de 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel. Ça va se poursuivre de plus en plus fréquemment. Quand ce sera à l'échelle d'une année sur deux, ça voudra dire qu'on sera dans cette plage de réchauffement au sens climat, c'est-à-dire en moyenne sur une vingtaine d'années, pas seulement pour un mois ou quelques mois. Et on s'attend à ce que ce soit le cas au début de la prochaine décennie. Et enfin, une surprise, ce qui se passe du côté de l'Antarctique, avec en rouge l'extension de la banquise autour de l'Antarctique, extrêmement réduite depuis l'année dernière, avec des échecs de reproduction de certaines colonies de manchots empereurs, du fait de l'absence de glace de mer dont ils dépendent. Et c'est pour illustrer le risque de conséquences irréversibles et d'échec, par exemple, du traité de l'Antarctique, qui vise à préserver une biodiversité unique. Donc, quels sont les futurs possibles ? Bien sûr, l'évolution future du climat va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Premier facteur et la chose clé à retenir. Si vous voulez avoir des décisions dans le secteur de la finance efficaces, ce dont il faut tenir compte, c'est le cumul des émissions de CO2. Donc, le niveau de réchauffement planétaire y est directement relié. Ici, ça n'est montré qu'à horizon 2050, parce qu'au-delà de 2050, en cas de fort réchauffement, à plus de 2 degrés, on a une incertitude supplémentaire sur la capacité de l'océan, de la végétation et des sols à capter chaque année à peu près l'équivalent de la moitié de nos émissions. Plus on met de CO2 dans l'atmosphère, plus ils vont en rentrer. Mais par contre, l'effet d'un climat plus chaud va saper leur capacité à le faire, et donc c'est une perte d'efficacité. Du côté de l'Arctique, 1 degré en plus, c'est un quart des sols gelés sur 3 mètres en moins, avec de la même manière une incertitude sur les flux de gaz à effet de serre associés. Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. Si on veut limiter le réchauffement, il faut limiter le cumul des émissions de CO2, donc baisser leurs émissions jusqu'à des émissions à zéro net. Et si on atteint des émissions à zéro net, on n'a pas de réchauffement supplémentaire. Donc c'est illustré d'une autre manière. Donc les courbes de couleur sont les projections, les contraintes par les observations, par notre évaluation de l'effet de tous les processus sur la réponse du climat. On a gagné en fait un facteur 2 sur l'incertitude de la réponse du climat pour un scénario d'émissions de gaz à effet de serre donné. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc vous voyez que si vous voulez stabiliser le réchauffement, les scénarios en bleu, la condition clé, c'est une forte baisse des émissions mondiales de CO2 jusqu'à atteindre des émissions de CO2 à zéro net, voire, pour revenir en arrière après un léger dépassement, des émissions nettes négatives, c'est-à-dire être capable d'enlever le CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable après avoir réduit massivement les émissions. Pour moi, les points importants à retenir, c'est que la réalité ne ressemblera pas à ces courbes lisses. On aura toujours la modulation par la variabilité naturelle qui parfois donne l'impression d'une accélération ou d'un ralentissement par cet effet de modulation. Ensuite, il s'agit donc bien sûr d'agir en priorité sur le CO2 et ensuite de limiter l'effet net des autres facteurs,
notamment réduire les émissions de méthane, un gaz à effet de serre puissant avec une durée de vie courte, pour contrebalancer rapidement l'effet de la perte de l'effet refroidissant des particules de pollution. Si on baisse fortement les émissions mondiales, les effets sont discernables au bout d'une vingtaine d'années. Et dernière chose en termes d'analyse de risque, sur un scénario intermédiaire, le plus plausible, en fin de siècle, aujourd'hui, est un réchauffement de l'ordre de 2,5 degrés à 3 degrés. Par contre, si on regarde toute la plage possible de la réponse du climat, la queue de distribution, on ne peut toujours pas exclure, comme une éventualité de probabilité faible, le fait d'atteindre 4 degrés en fin de siècle. Donc ce n'est pas sur un scénario extrême, c'est sur un scénario intermédiaire, si la réponse du climat est dans le haut de la plage qu'on est capable d'évaluer aujourd'hui. Alors, pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire au niveau planétaire, les changements deviennent plus prononcés dans chaque région. Changement de répartition de la pluviométrie, changement de température moyenne, changement de la température du jour le plus chaud. Et vous voyez que parmi les régions où les extrêmes chauds augmentent le plus, on a le tour de la Méditerranée. Si on compare ce qui est observé sur les derniers 20 ans aux projections climatiques, ça se produit dans la réalité quasiment 2 fois de manière plus intense que dans nos modèles de climat aujourd'hui. Et ça reste à comprendre. Toutes les régions qui apparaissent en orange au milieu sont des régions qui vont s'aridifier, c'est-à-dire une baisse graduelle de l'humidité des sols à mesure du réchauffement planétaire. C'est le cas du tour de la Méditerranée, des grandes plaines américaines, de l'Amérique centrale, du côté de l'Amazonie, le sud de l'Afrique, certains secteurs d'Asie centrale et certains secteurs d'Australie. Dans les régions de mousson, les émissions de particules de pollution ont un effet asséchant, les émissions de gaz à effet de serre ont un effet humidifiant. On a une très grande incertitude sur les prochains 20 ans, sur l'évolution des précipitations de mousson, donc ça c'est un point à retenir. Et enfin, si on regarde les pluies extrêmes, même dans les régions qui s'aridifient, on s'attend à avoir une augmentation de la quantité de précipitations pour le jour le plus pluvieux de l'année. C'est une physique qui est bien comprise, qui est également simulée, avec le fait que l'urbanisation va amplifier à la fois le ruissellement de pluies plus intenses et va également exacerber les extrêmes chauds par les effets d'îlots de chaleur urbains, donc des enjeux majeurs d'adaptation, notamment dans les villes, et tout particulièrement les villes côtières, avec une augmentation du risque d'inondation composite, c'est-à-dire la même tempête qui arrive, avec 20 cm de niveau des mers en plus, un niveau extrême de la mer plus important, et la même tempête qui peut donner des pluies très intenses sur le continent, et la difficulté de permettre l'évacuation des eaux de pluie et se protéger de l'intrusion des eaux de mer. Des défis considérables qui ne sont pas réglés simplement avec des digues. Donc des risques majeurs en termes de santé, puisque le nombre de jours par an avec des conditions très chaudes et très humides qui exposent à un risque mortel en cas d'activité physique en extérieur augmente pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, avec des implications pour la sécurité au travail, la santé au travail, également pour la productivité, notamment dans les secteurs bâtiments, agricoles, d'abord dans les régions tropicales et graduellement dans d'autres régions. En ce qui concerne les risques pour la santé, notamment aux extrêmes chauds, ils augmentent avec le niveau de réchauffement planétaire, mais ils peuvent être contenus par l'investissement dans les systèmes de santé, l'accès aux systèmes de santé en cas d'hyperthermie et la planification de l'adaptation, l'aménagement des lieux de travail, des lieux de vie, le confort thermique, les îlots de fraîcheur dans les villes, tout particulièrement. Donc, nous sommes aussi responsables des conséquences de ce climat qui change sur les autres formes de vie. Ici, c'est une étude sur la base de 30 000 espèces animales. Donc, plus le climat change au niveau planétaire, plus on expose un ensemble d'espèces, si elles ne peuvent pas se déplacer, à des conditions de température potentiellement dangereuses. D'abord dans les régions tropicales, notamment pour les récifs de coraux, mais graduellement, et tout particulièrement pour les espèces endémiques, dans des conditions de géographie assez contraintes et qui ne peuvent pas trouver à se déplacer. Donc, les choses à retenir, c'est enlever les autres facteurs de stress, favoriser les corridors de déplacement d'espèces comme un levier d'adaptation et protéger les écosystèmes, par exemple, par des aires marines protégées, qui sont une des conditions pour permettre aux espèces les plus résilientes
de surmonter l'effet de vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Si l'on regarde sur les écosystèmes terrestres, on projette une augmentation des risques de dommages liés aux incendies de forêt, notamment autour de la Méditerranée, pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. On projette un risque de perte de biodiversité qui augmente d'un facteur 10 entre un monde 1,5 degré et 3 degrés plus chaud. Des risques de pénurie d'eau croissante, notamment dans les régions arides. Et enfin, des risques croissants sur la mortalité des arbres et le risque de perte de carbone, le potentiel de stockage de carbone, qui est ce service majeur que nous rend le vivant. Pour moi, ce qui est important, et notamment dans le secteur de la finance, si vous voulez avoir une projection sur la soutenabilité, c'est anticiper des contraintes croissantes, notamment sur les ressources en eau et la biomasse disponible. Et c'est aussi une motivation très forte pour limiter l'ampleur du réchauffement planétaire, parce que pour un réchauffement plus bas, on peut davantage s'appuyer sur des réponses qu'on dit fondées sur la nature ou fondées sur les écosystèmes. Par exemple, restaurer des écosystèmes côtiers pour limiter l'érosion du littoral, ou bien s'appuyer sur les zones humides pour stocker l'eau lorsqu'il pleut beaucoup et déstocker pendant les périodes sèches. Plus on limite le réchauffement, plus la santé des écosystèmes leur permet de nous rendre ces services. Un réchauffement fort nous fait perdre en fait des options d'action. Et enfin, on est aussi sur des risques majeurs, notamment pour la production alimentaire. On a déjà eu une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques. Ça s'accentue à mesure du réchauffement planétaire. Et ne vous fiez pas à la belle couleur verte du côté de l'Arctique. L'incertitude est très grande sur l'ensemble des conséquences pour le potentiel de prise de pêche, en tenant compte pas uniquement du réchauffement, mais des écosystèmes qui dépendent de la glace de mer. C'est une des zones où la conflictualité peut augmenter, notamment liée aux contraintes sur l'approvisionnement en produits de la mer, avec des flottes, notamment asiatiques, qui se positionnent également du côté de l'Arctique. Si l'on regarde pour certaines cultures, par exemple le maïs, on a des seuils de rendement à 35 degrés et ensuite des baisses sur les pratiques actuelles et les espèces actuellement cultivées. Donc dans les régions qui apparaissent en violet, c'est là où on projette une baisse de rendement de la production de maïs, dans un contexte où on aura à peu près 2 milliards de personnes à nourrir en plus sur les prochaines décennies. Et vous voyez qu'on est sur des risques de plus en plus complexes, difficiles à gérer, qui touchent à des enjeux d'approvisionnement, de sécurité d'approvisionnement alimentaire. Et dernière chose, on a mis en marche les composantes lentes, les glaciers, l'océan profond, le Groenland et l'Antarctique. La montée du niveau de la mer va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. C'est illustré sur les courbes multicolores. En cas de forte baisse des émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 50 cm de plus en fin de siècle, en cas de très fortes émissions de gaz à effet de serre ou très fort réchauffement de l'ordre d'1 mètre, et la courbe en pointillé, elle reflète l'incertitude associée au secteur potentiellement instable, notamment de l'Antarctique. On ne sait pas dans quelle plage de réchauffement, quand et à quelle vitesse ces secteurs peuvent devenir instables, mais on sait qu'ils peuvent l'être. Donc les gestionnaires d'infrastructures critiques pour le littoral, les complexes industriels portuaires, les grandes villes, ont demandé quel est un scénario de probabilité inconnue, mais qui correspondrait à l'ampleur maximale physiquement plausible de montée du niveau de la mer. Donc c'est ce qui est représenté par la courbe en pointillé rouge. Et je veux mentionner le fait que j'ai mis l'accent sur des phénomènes relativement graduels ou qui deviennent plus fréquents à mesure du réchauffement planétaire. Mais on a aussi la possibilité de changements abrupts qui augmentent avec le niveau de réchauffement planétaire. Et un exemple, c'est l'état de la forêt amazonienne. Donc c'est une région sujette à une aridification, une sécheresse record actuellement d'ailleurs, qui est aussi sous pression humaine locale, dégradation de la forêt par les activités locales, et les facteurs de seuil où cet écosystème peut basculer vers une savane sont liés aux deux facteurs, c'est-à-dire le niveau de réchauffement planétaire, mais aussi les pressions locales. Et c'est la combinaison de ces deux facteurs qui peut faire basculer complètement cet écosystème, sa capacité à recycler l'eau, à stocker du carbone au cours des prochaines décennies. Et enfin, je reviens sur la montée du niveau de la mer. Donc, à quoi s'attendre? Une augmentation des inondations chroniques à marée haute, comme c'est déjà le cas en Floride, ou dans les zones qui s'enfoncent, une augmentation des phénomènes de submersion, une augmentation de l'érosion du littoral et des intrusions d'eau salée, donc des enjeux considérables.
le secteur de la finance est souvent aveugle. Pourquoi ? Parce que ce sont des risques qui commencent seulement à se déployer, donc on ne peut pas s'appuyer sur le passé pour en évaluer le coût des dommages. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'avoir une capacité de mobiliser les connaissances sur ces risques à venir, de sorte à les intégrer dans la prise de décision, notamment pour tous les aménagements sur le littoral. Et les leviers d'action permettent de retarder les risques. Vous pouvez bouger du sédiment, on sait très bien le faire en France, mais si la mer monte vite, on perd cette option-là. On peut surélever les maisons, accepter de vivre avec le risque. On peut envisager des ouvrages de protection comme à Venise ou à Londres, mais ils mettent des décennies à être planifiés, financés, réalisés, et ils sont associés à des limites de capacité. Les seules options qui évitent les risques, c'est d'arrêter de construire dans les zones qui seront exposées et de planifier le repli stratégique qui va être associé à des demandes en terre, en matériaux, en énergie, des coûts et des enjeux de délibération complexes. Donc pour résumer du côté de l'Europe, on a identifié 4 risques principaux. Les risques associés aux extrêmes chauds, donc pour la santé, pour les écosystèmes, les risques pour les pertes de production agricole, les situations de pénurie d'eau, et il ne s'agit pas simplement des sécheresses, mais par exemple le fait que le débit des fleuves soit tellement faible, vallée du Pô ou du Rhin récemment, qu'on ne peut plus exporter de biens. Et donc cela sape l'activité économique de l'ensemble d'une région. C'est de ça qu'il s'agit. Et enfin, un ensemble de risques d'inondation par pluie et ruissellement, débordement de cours d'eau et montée du niveau de la mer, sachant qu'on a aménagé nos villes, nos infrastructures, le long des cours d'eau et le long du littoral, donc notre exposition est très forte. Et puis pour les Outre-mer, les risques passent notamment par l'état des écosystèmes, la perte de leurs fonctions, de leurs services, des Outre-mer où la capacité de stockage d'eau est très limitée, comme on le voit à Mayotte, avec déjà là une situation inacceptable en termes d'accès à la santé, à l'éducation, de privation d'eau potable plusieurs jours par semaine, des conséquences qui peuvent être très vite affecter la sécurité alimentaire, la sécurité des lieux de vie, pour les zones de basse terre, vraiment des questions d'habitabilité et de gestion de pertes et de dommages croissants. Donc, gravité de la situation, des situations de risque à venir qui vont dépendre du niveau de réchauffement et qui, pour certains, vont être ingérables. Donc cet enjeu a accéléré l'action. Et je reviens sur ma courbe, cumul d'émissions de CO2 et température, en montrant que chaque cible de réchauffement, elle est associée à une marge de manœuvre qui nous reste, un budget carbone résiduel. La marge de manœuvre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est simplement 250 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire à peu près 6 ans d'émissions au rythme actuel. Donc s'il n'y a pas une forte baisse, avant 2030, on aura épuisé cette marge de manœuvre et le réchauffement, inéluctablement, sera plus important. Si l'on regarde la marge de manœuvre pour limiter le réchauffement à 2 degrés, elle est à peu près égale aux émissions attendues des infrastructures fossiles existantes et prévues sur la durée d'exploitation initialement prévue. Une traduction de ce graphique en langage clair, c'est de dire que tout investissement dans de nouvelles explorations, exploitation d'énergie fossile, sans captage et stockage, est incompatible avec l'accord de Paris sur le climat. Si je regarde par exemple la stratégie climat d'une entreprise comme Total Energy, et je regarde les émissions en scope 3, parce que c'est ça qui compte, je vois que l'implication de sa stratégie, ce sont des émissions scope 3 constantes de 2015 à 2030. C'est absolument incompatible avec la baisse nécessaire pour tenir les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Donc, en rouge, les politiques publiques actuellement mises en œuvre, la petite barre, les promesses des différents pays à horizon 2030, en vert, les trajectoires dites à moindre coût qui permettraient de contenir le réchauffement sous 2 degrés, en bleu à 1,5 degré. Donc si on voulait limiter le réchauffement à un niveau très proche d'1,5 degré, c'est quasiment une baisse de 45% nécessaire d'ici à 2030, une baisse d'un quart pour 2 degrés. Donc on voit le décalage entre ces trajectoires, les promesses, et entre les promesses et ce qui est réellement mis en œuvre. Et votre secteur y joue un rôle majeur pour le suivi de l'efficacité de ce qui est concrètement mis en œuvre, notamment en termes de politique d'investissement. Donc les rapports du GIEC ne donnent pas la feuille de route. Ils montrent les conditions requises pour tenir les objectifs. Ils évaluent chaque option d'action avec un potentiel technique qui permettrait de diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre en s'appuyant sur 3 grands leviers.
Un levier, bien sûr, d'innovation technologique. Un levier qui porte sur la maîtrise de la demande, efficacité et sobriété. Et enfin, un levier sur les écosystèmes, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, de sorte à préserver, renforcer leur capacité à stocker du carbone. Et bien sûr, il y a des conditions de mise en œuvre clés. Le fait de concevoir des stratégies d'action qui soient justes et perçues comme justes, rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone à tous, la réorientation des financements hors des énergies fossiles et vers les solutions, la coopération internationale, le partage de connaissances, la montée en compétences. Dans l'état actuel, on risque de dépasser un niveau de réchauffement d'1,5 degré. Ça va augmenter des impacts, des risques, y compris de pertes irréversibles d'espèces, d'entraîner des pertes irréversibles de glaciers, du Groenland, de l'Antarctique, donc une montée plus importante du niveau de la mer à long terme, et bien sûr des questions majeures d'équité entre ceux qui vivent dans les régions les plus vulnérables et ceux qui ne réduisent pas suffisamment vite leurs émissions de gaz à effet de serre. Et si on voulait revenir en arrière après avoir dépassé un tel niveau de réchauffement, donc il faudrait être capable d'enlever du CO2 à grande échelle de l'atmosphère, ce qui pose des questions de faisabilité, coût, demande en énergie, demande en utilisation des terres, de soutenabilité et de risques associés, notamment la capacité à stocker sur le long terme le CO2 extrait. Donc, juste pour vous dire que dans les rapports du GIEC, vous trouverez une analyse des options d'action faisables, efficaces, abordables, par grand secteur. Donc, par exemple, pour la production d'énergie, quels sont les leviers d'action pour renforcer la résilience des systèmes énergétiques, fiabilité, meilleure efficacité de l'utilisation en eau, et quels sont les leviers d'action qui peuvent le mieux permettre dans le monde de réduire les émissions. La taille de la barre, c'est le potentiel. Le code de couleur, c'est une évaluation des coûts sur la base de la littérature qui a été évaluée à ce moment-là. Donc vous avez, par grand système, les leviers d'action pour l'énergie, les leviers d'action pour le système alimentaire, la gestion des terres et de l'eau, avec des enjeux majeurs de résilience, d'accès au système de mutualisation des risques, notamment pour les petits exploitants. Et vous voyez que, par exemple, pour le secteur alimentaire, on a des leviers d'action qui ne sont pas que technologiques, mais qui sont aussi de renforcer le stockage de carbone dans les sols, préserver les écosystèmes naturels, mieux gérer les forêts, et des leviers d'action sur la demande. Donc alimentation saine et durable, il faut comprendre, ça a été mouliné par les gouvernements qui eux-mêmes sont forts exportateurs de viande. Donc c'est une formulation qui était acceptable et qui veut dire moins de protéines animales et plus de protéines végétales, pour le traduire très clairement. On a également une évaluation des leviers d'action dans les villes, les infrastructures, qui concernent, pour les émissions de gaz à effet de serre, les secteurs du bâtiment et des transports. Et dans le secteur des transports, vous voyez qu'il n'y a pas une seule barre qui se distingue. Il y a un ensemble de leviers d'action sur les véhicules efficaces, l'électrification, les transports en commun, les mobilités actives, un recours à des agrocarburants, l'efficacité dans les transports lourds. Et à court terme, c'est cela qui peut se déployer rapidement, avec un besoin de recherche, de développement, de rupture, notamment sur les nouveaux vecteurs qui vont permettre de décarboner les transports lourds, l'industrie lourde, mais sur la décennie suivante. Là, c'est vraiment le potentiel à court terme. Donc on a également une évaluation sur le volet organisation de nos sociétés, notamment tous les systèmes d'alerte précoce, les services climatiques, la diversification des moyens de subsistance, et enfin du secteur de l'industrie et des déchets à court terme. Le potentiel, c'est vraiment l'économie circulaire, l'efficacité en énergie et en matériaux. C'est là où le potentiel est le plus grand à horizon 2030. Je souligne l'importance des stratégies et des investissements qui peuvent favoriser des styles de vie sobres en carbone. Si on regarde le potentiel total de baisse d'émissions dans le secteur alimentaire, la moitié, c'est le type d'alimentation que l'on a. Transport terrestre, les 2/3, c'est-à-dire éviter des demandes de mobilité. Bâtiments, 2/3. Pensez des bâtiments sobres avec plusieurs usages qu'on peut réaffecter au fur et à mesure de la durée de vie des bâtiments. Industrie, environ 1/3. Et si on regarde dans le secteur de l'électricité, on aura besoin de davantage d'électricité pour se substituer notamment aux énergies fossiles. Et on peut quasiment le contrebalancer par toutes les demandes, toutes les approches qui portent sur la maîtrise de la demande, efficacité et sobriété. Donc c'est vraiment un levier d'action considérable qui complète et renforce les bénéfices de l'innovation technologique. Qu'en
quand on regarde les conditions clés, et notamment les financements, vous avez là en fait une évaluation par secteur, par type d'économie et par région, des besoins d'investissement pour que les leviers d'action de réduction d'émissions puissent se déployer. C'est la barre grise. Et vous avez en bleu ce qui est concrètement mis en œuvre. Et donc, dans la colonne de droite, vous avez les facteurs multiplicateurs qui soulignent là où il y a les manques les plus critiques. Vous voyez que ça porte notamment sur le secteur de l'agriculture, de la gestion des forêts et des terres. C'est plus présent dans les pays en développement et c'est particulièrement marqué dans certains secteurs, notamment le secteur des transports. Donc je termine en soulignant à quel point chaque décision compte. Et il ne s'agit pas simplement de s'adapter à un climat qui change ou de réduire les émissions, mais de l'aligner avec l'ensemble des objectifs que les sociétés se fixent en matière de soutenabilité. Et c'est cette approche intégrée qui est l'idée de construire des inflexions pour un développement qui soit résilient face au climat et qui facilite l'atteinte d'émissions de gaz à effet de serre à zéro net en quelques décennies. Pour cela, en fait, il y a besoin, bien sûr, du rôle des gouvernements, du secteur privé, de la société civile. Et votre secteur joue un rôle majeur, y compris sur les secteurs auxquels on apporte des crédits, par exemple, en ayant, je pense, deux dimensions essentielles à noter. Transition juste, c'est-à-dire rendre accessible à tous des styles de vie sobres en carbone, et puis éviter la maladaptation. Et je vous donne 3 exemples. Climatisation, adaptation efficace ou maladaptation? Canon à neige, adaptation efficace ou maladaptation? Stockage d'eau en surface, adaptation efficace ou maladaptation? Aujourd'hui, on n'a pas encore de trame de référence. Ça va être le cas. Le gouvernement prépare une trame de référence qui va dire quelle sera la trajectoire de changement climatique des prochaines décennies qui servira à évaluer ne serait-ce que la viabilité de projets dans un climat qui se réchauffe. Cet aspect-là, il est critique. La maladaptation, c'est tenir compte des effets d'équité, qui bénéficie et qui ne bénéficie pas de ce qui est mis en place. C'est tenir compte des écosystèmes. Est-ce qu'on agit pour les sociétés humaines et la préservation des écosystèmes ou au détriment des seconds? Et c'est également éviter des effets de verrouillage pour des secteurs qui, à terme, vont être obligés de se transformer. Une maladaptation, c'est simplement garder la même pratique et puis au bout d'un moment, le dos au mur, en ayant peut-être épuisé de l'argent public, être obligé de se transformer. Et ça, c'est quelque chose qui peut être évité en anticipant davantage. Donc je termine en fait en soulignant à quel point les rapports du GIEC montrent l'importance des différents choix. Est-ce que ce que vous mettez en place augmente les expositions, les vulnérabilités ou les réduit? Est-ce que ce que vous mettez en place permet de réduire des émissions ou au contraire va entraîner des verrouillages? Et je pense que c'est les questions à avoir en tête au quotidien pour avoir une action pour le climat qui soit efficace, mais aussi juste, inclusive, et qui s'appuie sur le partage des connaissances. J'ai essayé de faire ma part et j'espère vous avoir donné envie de plonger dans cette masse de connaissances qui est à votre disposition. Merci.